Super. Donc, moi, c'est Youssef. Je suis Solution Engineer chez Isovalent, la compagnie qui est derrière Cilium, entre autres. Ce que je fais, c'est j'aide tout simplement les clients à déployer Cilium sur leur environnement. Et globalement, quand on parle d'environnement, c'est des environnements Kubernetes. On peut déployer sur autre chose, mais c'est des usages plus avancés et on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, notre agenda pour ce soir, ce sera une petite intro sur Cilium, la partie observabilité, la partie monitoring et enfin une démo. Et encore une fois, on va faire ça assez rapidement. Alors, la première des choses, qui connaît Cilium? Oh, c'est positif, qui utilise Cilium? Ok, il y en a beaucoup moins. Très bien. Alors, donc on a Cilium et eBPF, en fait. Je vais en parler d'eBPF, qui sont le côté open source. Isovalent, bon, c'est la compagnie qui m'emploie, donc en fait, c'est les créateurs de Cilium. Donc, support entreprise, etc., avec des fonctionnalités un peu plus avancées. Qu'est-ce qu'eBPF? Alors, eBPF, en fait, c'est la technologie qui permet à Cilium de vivre, j'ai envie de dire. Et pas que Cilium, pas mal d'autres projets. D'ailleurs, Grafana ont maintenant des projets avec eBPF, toutes les grosses compagnies d'ailleurs, puisque ça a permis de révolutionner toute la partie networking, observabilité, sécurité. L'idée, c'est quoi? On aime dire que c'est un peu ce qui a été JavaScript pour les web browsers. C'est qu'en fait, j'ai pas besoin de tourner dans le user space. On peut directement faire des choses directement au niveau du kernel. Et à l'époque, en fait, d'ailleurs jusqu'à maintenant, si quelqu'un veut contribuer au noyau Linux, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre quelques années. Bon, déjà, il faut être bon en C, c'est pas mon cas. Ensuite, il faut attendre une bonne année pour avoir son PR qui soit mergé. Et ensuite, le temps de voir cette version kernel sur j'ai envie de dire sur les cloud providers, sur OpenShift, tous ces environnements-là, ce sera 2, 3 ans, 4 ans. Donc, l'idée avec eBPF, c'est qu'on peut bypasser tout ce cycle et se plug directement sur le kernel. J'aime donner l'analogie, c'est comme avoir en fait une conversation avec quelqu'un. Typiquement, je ne sais pas comment tu t'appelles. Pardon? Shafik, voilà. Si je lui demande Shafik comment ça va, il va réfléchir un peu, il y aura de la latence, etc., etc. Là, en fait, eBPF, faut l'imaginer comme Elon Musk et sa stratégie. Je me plug sur le cerveau de Shafik. Je lui pose aucune question, je prends directement les informations. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de souci, tout va bien et c'est beaucoup plus rapide. Je vais passer ce slide vu qu'on est un peu short sur le temps, mais l'idée, voilà, c'est qu'on se plug sur des événements kernel. Voilà, dans le noyau Linux, il se passe des choses et en fait, on se plug dessus et on est capable de voir ce qui se passe et de réagir par rapport à ces événements kernel. Donc, qu'est-ce que Cilium? Cilium, pour faire court, historiquement, j'ai envie de dire, en premier usage, c'était un CNI, ce qu'on appelle sur Kubernetes. Donc, pour faire court, on fait le routage entre les pods, les services, les nœuds. On autorise les communications des pods vers Internet. Et en plus de ça, on a toute la couche sécurité. Sécurité, j'ai envie de dire, security groups, de ce que disait Christophe tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est des règles de pare-feu qui permettent d'autoriser ou de bloquer le trafic dans le cluster Kubernetes. Et enfin, on a toute la partie observabilité, puisque forcément, on est au niveau eBPF, donc au niveau kernel, et on est capable d'avoir une quantité d'informations, puisque, encore une fois, on n'a pas besoin de parler, il n'y a pas d'interface ou d'intermédiaire entre notre application et le noyau et tout ce qui se passe dans le noyau. Cilium tourne sur la plupart des environnements, que ce soit IKS, EKS, pardon en français, AKS, OpenShift pour les banques un peu plus legacy, je ne sais pas s'il y en a ici, Rancher, etc., etc. Notre seul en fait requirement ou besoin, c'est une version kernel assez récente. D'ailleurs, sur IKS, voilà, beaucoup de monde qui utilise Cilium. On a pas mal de partenariats avec les cloud providers. Je dirais même partenariat. IKS Anywhere, on-prem tourne nativement sur Cilium. Azure est un investisseur et maintenant ils remplacent leur CNI directement par Cilium. D'ailleurs, Grafana est aussi un investisseur dans la compagnie. Et voilà, l'idée, c'est qu'encore une fois, on est les co-créateurs d'eBPF. D'ailleurs, le co-créateur est avec nous chez Isovalent. Et on a cette capacité d'avoir toutes ces informations et de jouer avec d'un point de vue réseau et sécurité.
Pas mal de boîtes utilisent Cilium, des grosses boîtes. En France, non, c'est pas des Français, mais Datadog utilise, utilise Cilium énormément. Google, Trip.com, GitLab, AWS, etc., etc. Je crois qu'on a 16 000 étoiles maintenant sur la version open source sur GitHub. Donc, ce qui est pas mal, enfin, ce qui est même énorme sur un produit très spécifique. Globalement, les gens sont pas très fans de réseau. Et comme disait Christophe, globalement, on aime bien pointer du doigt le réseau. Niveau observabilité, alors en parlant de pointage de doigt, j'ai envie de dire c'est le premier souci. Et ça vient d'un point de vue historique, puisque d'un point de vue réseau, on a ces 7 couches du modèle OSI. Et voilà, il y a les couches adresse IP, la couche protocole port, la couche applicatif. Et ce qui va se passer, c'est que généralement parlant, le réseau sera souvent pointé du doigt. Voilà. Et quand c'est le réseau qui est pointé du doigt, ceux du réseau vont pointer encore plus particulièrement le DNS, etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, et notamment dans des environnements Kubernetes, c'est un peu plus compliqué de pointer du doigt aussi simplement que ça. Tout simplement parce que les adresses IP sont, j'ai envie de dire, enfin le modèle est éphémère. On n'a pas, comme à l'époque, ou même encore le cas sur des compagnies, on va dire, un peu plus legacy, mais on n'a plus ce serveur qui a une adresse IP. Ça fait 4 ans qu'il a cette même adresse IP. D'ailleurs, on connaît ce serveur par son adresse IP. Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. On aura un front-end avec un réplica ou 5 réplicas. Le back-end, ça sera la même chose. Et les adresses IP, elles vont tourner dans tous les sens. Ça pourra rester 5 minutes, ça pourra rester 3 semaines. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, on ne pourra pas se baser sur des adresses IP. Le deuxième souci, c'est ce qu'on appelle le signal-to-noise problem. Ce qui va se passer aussi, c'est que chaque composant, comment on dit en français components? Composant, merci beaucoup, de la stack est historiquement isolé. Donc, si on prend des cloud providers ou de l'on-prem sur data center, le firewall, il pourra voir que ce qu'il pourra voir. Bah, typiquement, ce que nous montrait Christophe tout à l'heure, c'était très bien, parce que c'est exactement le problème. Ce qui se passe, c'est qu'on va voir que les logs de AWS. Et AWS, le problème, c'est qu'il n'aura pas l'intelligence de savoir ce qui se passe au niveau du cluster Kubernetes. AWS, il ne va pas nous dire que, ah bah en fait, c'est ce pod qui a fait cette requête. Aucune idée. Il va être limité à ce qu'on appelle les 5 tuples. Donc voilà, les adresses IP, les adresses, les ports et le protocole. Et nous, ce qu'on veut savoir vraiment dans ces environnements-là, c'est qui fait quoi. Et les adresses IP, encore une fois, on ne pourra plus les utiliser ici. Enfin, on pourra peut-être, mais globalement, le temps qu'on retrouve cette adresse IP, elle sera peut-être attribuée à notre pod ou à notre application. Donc, les mécanismes d'aujourd'hui, en fait, voilà, ce que je disais, voilà, je ne vais pas répéter, mais globalement, le souci, c'est qu'on est obligé au jour d'aujourd'hui de corréler toute la stack du layer 2 au layer 7, donc du layer le plus bas du réseau au niveau applicatif, pour essayer de comprendre ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue cloud provider, data center, même si on tourne sur un Linux host, le Linux host, il va avoir, enfin, la machine Linux va avoir exactement le même problème, c'est qu'elle ne va pas pouvoir corréler, encore une fois, les informations. OK, elle va avoir peut-être 50 conteneurs qui seront des pods qui vont tourner dessus, mais personne n'aura une idée en fait, de qui est ce pod. Ça serait l'adresse IP. Idem pour modifier le code applicatif, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours pour l'OpenTelemetry. Il n'y a personne qui a réussi encore aujourd'hui à faire ça une fois que le paquet a quitté l'application. Et tout ce qui est sidecar et service mesh pour ceux qui utilisent Istio ou Consul, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle. Mais encore une fois, l'idée, c'est qu'ici, on va avoir plein de proxys par pod qui vont utiliser des ressources, qui vont créer de la latence et qui auront pas mal de limites. Donc, typiquement, ils ne pourront pas comprendre le trafic UDP ou ce genre de choses. Avec Cilium, on a une compréhension de ce qui se passe d'un point de vue réseau et d'un point de vue Kubernetes, et donc applicatif, j'ai envie de dire, suivant le protocole applicatif. On a un agent qui tourne par nœud. Donc, typiquement, si vous avez un cluster EKS ou AKS, vous aurez un agent par nœud, et cet agent va router le trafic de 1, et de 2, voilà, mettre à disponibilité pas mal de métriques qui pourront nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre environnement. En plus de Cilium, on a un composant qui en fait partie qui s'appelle Hubble, comme le télescope, tout simplement pour l'observabilité. Et en fait, grâce à Hubble, on va avoir une partie UI, une partie CLI, et on va voir ce qui se passe exactement dans le cluster d'un point de vue networking,
mais aussi d'un point de vue applicatif pour certains protocoles comme du DNS, de l'HTTP et Cassandra, etc., etc. L'avantage de Hubble, c'est qu'on est complètement compatible avec les Prometheus Metrics et Grafana. D'ailleurs, même pour Hubble Enterprise, on a un Grafana plugin qui permet de tout exporter avec des dashboards spécifiques et même de les importer sur Hubble. Je vais vous montrer la démo, comme ça vous verrez ce qu'on peut faire. Et en plus de ça, voilà, on peut avoir, nous, de notre côté, un export même de logs et pas que de metrics. Et Loki peut s'en charger et exporter tous ces logs. Donc, à quoi ça ressemble? D'un point de vue CLI, ça va ressembler à ça. C'est pas très sexy. Mais l'idée, voilà, encore une fois, c'est qu'on peut voir toutes les informations réseau, que ce soit les adresses IP, les protocoles, toutes les informations Kubernetes, quel service, quel pod, dans quel namespace parle avec qui, avec quoi. Les informations DNS, je suis en train de parler à Disney.com sur le pod 443. Et ça, encore une fois, si je reviens à ce que disait Christophe sur son premier talk, il n'y a pas besoin du coup de faire de corrélation, de dig-x ou reverse pointer ou je ne sais quoi. On est capable d'avoir directement, sans aucune interruption, qui parle avec quoi et notamment les adresses, les FQDN ou les URL. Ça, c'est la partie UI. Donc, comment ça se présente d'un point de vue graphique. Encore une fois, je pourrais vous le montrer. Enfin, je vais vous le montrer dans la démo. Je vais passer ça. C'est ce que je disais. Donc voilà, on est compatible Grafana sur la stack LGTM en fait. D'ailleurs, on a pas mal de talks si vous voulez regarder plus tard pendant les KubeCon, si vous voulez, voilà, en savoir un peu plus en détail. D'ailleurs, ceux qui ont contribué de notre côté sur toute la partie observabilité et Grafana. Je vous invite à aller regarder sur YouTube. Donc, quelques exemples de dashboard, les Golden Signals, très utiles. Donc, globalement, il y en a 3, j'ai envie de dire, le request rate, request latency et request response codes and error. Ça nous permet de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue HTTP. Et souvent, la plupart des applications aujourd'hui, c'est les applications web HTTP et gRPC. Et voilà, typiquement, on peut voir qu'à partir de 11h55, on a un pic d'erreur 500 sur le tenant jobs, donc le namespace tenant jobs et le pod résumé. Donc là, voilà, derrière, on peut comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est pas qu'une question de réseau. Ici, on voit qu'il y a des erreurs, mais c'est des erreurs 500. Donc, s'il y a des erreurs 500, c'est que les paquets, ils arrivent bien à destination, mais l'application ne répond pas comme il faut. Idem pour le côté purement networking. On est capable de comprendre où sont les pings, où sont les connexions TCP, où est-ce qu'elles sont bloquées. Idem pour le DNS. Est-ce qu'on fait des requêtes DNS mais on n'a pas de réponse? Est-ce que ça vient de nos serveurs DNS? Est-ce que ça vient des serveurs DNS upstream? Est-ce que ce nom DNS n'existe tout simplement pas? On est encore une fois capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce cluster. Ça, c'est exactement ce que nous montrait Abdelkrim. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire d'un point de vue OpenTelemetry avec Cilium, puisqu'on est compatible Hotel et on peut exporter toutes ces informations sur Grafana. Voilà. Donc, exactement ce que montrait Abdelkrim. D'un point de vue Cilium, on a quelques dashboards open source qui sont disponibles tout près, qui vont donner pas mal d'informations sur les agents, les métriques sur le cluster d'un point de vue networking, applicatif, voilà, même le nombre de paquets qui sont process sur notre cluster. L'opérateur, ça je vais passer, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, la partie network policy, j'ai des paquets, enfin j'ai des network policy qui bloquent le trafic dans mon cluster. Quels sont ces network policy? C'est quel pod, c'est quelle adresse DNS, etc., etc. Voilà. C'était rapide pour les slides. Encore une fois, j'ai faim en premier. Donc, je vais vous faire la démo et je vais montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, j'ai un cluster Kubernetes qui tourne sur EKS, visiblement vu le nom des nœuds. J'ai 7 nœuds, rien de bien fou. En fait, ici, j'ai une intégration directe sur Hubble UI. Bon, c'est la version Enterprise, mais avec Grafana. J'ai pas mal de Grafana dashboards qui sont directement disponibles en fait sur Grafana et qu'on peut importer sur Hubble. Le but ici, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe encore une fois sur notre cluster Kubernetes. Si je prends le Hotel Demo, d'ailleurs, je crois que c'est le même, exactement la même application qu'Abdelkrim montrait tout à l'heure.
voilà, j'ai une vue de ce qui se passe ici. Si je zoome un peu, je sais pas, je clique sur Quote Service. Et Quote Service, on peut voir que il parle, enfin, Shipping Service parle avec Quote Service en 80-80 en TCP et pour le niveau 7 de l'HTTP. Je peux cliquer sur les informations du paquet en lui-même. Et en fait, toutes ces informations, c'est des JSON qu'on peut exporter en send-out. Et derrière, Loki va s'en charger et va exporter ça sur Grafana. Pour les métriques, ça sera exactement la même chose. On pourra les exporter. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Si je vais sur Policies, voilà. Bon, ici, je pourrais mettre mon namespace. Voilà, j'ai un Network Policy Editor, donc je peux directement créer mes Network Policy de Kubernetes grâce à cet aspect visuel. Et derrière, encore une fois, j'aurai toutes les métriques qui seront exportées automatiquement sur Grafana et on pourra acter dessus. Alors, cette partie, je vais la montrer parce que c'est des Syscall Connect pour la plupart qui sont dans la version open source. En fait, on a, en plus de Cilium, on a ce qu'on appelle Tetragon. Et l'avantage de Tetragon, c'est qu'on est un niveau en dessous d'un point de vue sécurité ou observabilité. Quand on applique une network policy d'un point de vue Kubernetes, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce pod, il va être autorisé, par exemple, à parler à api.instagram.com. Maintenant, on ne sait pas qui fait exactement cette connexion. Ça peut être quelqu'un qui exec sur ce pod, ça peut être un Node.js serveur ou ça peut être autre chose. Et en fait, quand on regarde ici en détail, on voit que mon pod, dans mon namespace USF0 qui s'appelle Netsuite 1, j'ai un conteneur qui s'appelle Netsuite 1 qui, en fait, j'étais en train de faire des curls sur www.conto.com. J'ai la résolution DNS et j'ai l'application exactement qui a fait ça. Si je clique dessus, j'ai même voilà, tous les détails d'un point de vue kernel, les ID, etc., etc. Et encore une fois, j'arrive à savoir encore plus qui fait quoi dans mon cluster. Donc, s'il y a un petit rigolo qui se connecte et qui fait des choses ou voilà, qui se connecte sur des miners, on est capable de voir tout ça, puisqu'encore une fois, Network Policy, au final, peut autoriser beaucoup de choses. Si j'autorise le trafic sur twitter.com, ça ne veut pas dire que toutes les requêtes sur twitter.com seront bonnes. Maintenant, si je jump sur Grafana, l'avantage ici, encore une fois, idem, en fait, c'est si j'en reviens au talk de Christophe qui disait, en fait, il était obligé de recouper les logs de AWS pour savoir ce qui se passe. Voilà, il n'y a absolument pas besoin d'en aller jusque-là, puisque grâce à ça, on peut directement savoir ce qui se passe d'un point de vue data, et encore une fois, qui fait quoi d'un point de vue pod et namespace. Donc, il n'y a plus besoin d'adresse IP ou de recouper ces adresses IP. On sait tout de suite ce qui se passe dans notre cluster. Là, je suis sur le kubesystem. Si je vais d'ailleurs sur le namespace tempo, voilà, j'ai cette Y par seconde en moyenne. Et je peux voir les pods qui font quoi. Là, j'ai un tempo compactor, tempo ingester. Si je clique dessus, on voit ce qu'il envoie. Et voilà, j'ai toutes les informations, encore une fois, par pod sur les quantités d'informations qui sont envoyées dans mon cluster. En plus de ça, j'ai des informations un peu plus poussées, je ne vais pas les montrer, puisque ça ne servira pas à grand-chose pour aujourd'hui. Je peux avoir toutes les informations d'un point de vue aussi TCP, c'est-à-dire donc le nombre de segments reçus, envoyés, les quantités de data, voilà, toutes les informations TCP, et encore une fois, d'un point de vue Kubernetes. Donc, j'ai encore une fois le mapping avec mes pods. J'ai le round trip time entre mes pods, c'est-à-dire la latence des paquets entre mes pods. Donc là, c'est même plus au niveau applicatif, mais au niveau 4. Là, je peux voir que Hotel, Shipping Service qui parle à Demo Code Service. Si je clique dessus, on voit la latence entre ces pods. J'ai même la latence avec les destinations DNS, qu'elles soient dans le cluster ou en dehors du cluster. Je peux voir que j'ai du grafana.com, bon, ce qui est logique puisque Tempo envoie à Grafana, j'imagine, et à tous les autres sites web. Je peux aussi voir, voilà, encore une fois, la quantité de data qui est envoyée par DNS. Et voilà, ça permet aussi de détecter tout ce qui est data exfiltration. J'ai peut-être quelqu'un, un hacker qui est venu sur mon pod, et c'est peut-être un pod front-end qui n'a rien à voir au fait d'envoyer des quantités de data, et je peux voir toute cette quantité d'informations qui est envoyée, je ne sais pas, sur un FQDN qu'on ne reconnaît pas, et derrière, on peut acter dessus. Niveau DNS,
même chose, j'ai toutes les infos DNS, donc là, idem, voilà, on peut voir que j'ai fait tout à l'heure pas mal de requêtes sur google.com, c'est mon pod NetShoot 1, Conto, tout ce genre de choses. Donc, encore une fois, on a une visibilité totale de ce qui se passe, sans besoin, encore une fois, de faire des opérations en plus. C'est directement disponible et c'est beaucoup plus facile pour troubleshoot. Si on a bien un dashboard de Golden Signals, de HTTP Golden Signals, un peu ce que nous montrait Abdelkrim tout à l'heure pendant sa démo, voilà, j'ai toutes les informations, j'ai envie de dire, nécessaires pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue HTTP sur mon namespace. Bon, ici, le namespace OpenTelemetry. Et voilà. Derrière, je peux checker ce qui se passe d'un point de vue duration. J'ai mes exemplaires. Si je clique dessus, je fais query with tempo. J'ai toute ma requête qui devrait s'afficher ici. Et derrière, on peut troubleshooter. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Typiquement, ici, j'ai un request de HTTP client. L'avantage, encore une fois, c'est que j'ai toutes mes infos Kubernetes. Je peux voir dans quel nœud, dans quel pod. Voilà. Tout est très détaillé et nous permet, encore une fois, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cluster. La dernière des choses que je vais montrer, c'est qu'encore une fois, voilà, on est capable d'envoyer tous les logs, pas que les metrics, puisque les metrics et les logs, c'est des choses très, très différentes. Les logs d'un point de vue network ou d'un point de vue security sur Grafana. Et derrière, on peut aussi avoir ces process ancestry tree, comprendre qu'est-ce qui se passe, quel conteneur a fait quoi, quel binaire a fait quoi, et enfin avoir cette visibilité directement sur Grafana. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Là, par rapport aux premières solutions, enfin la première présentation ou la deuxième, j'ai l'impression que la solution ne marche que sur du Kubernetes. Par exemple, du coup, dans la première solution, par exemple, on présentait des services pour les services managés, un S3, n'importe autre chose. Là, en fait, on aurait des infos que si on a une base sur un EKS qu'on gère nous-mêmes, enfin un truc Kubernetes qu'on gère nous-mêmes, non? Qu'un cluster Kubernetes, effectivement. Après, il y a un peu plus de détails. La partie Tetragon peut tourner en standalone, donc sur des VM qui n'ont rien à voir avec Kubernetes. Derrière, on a aussi des usages plus avancés de load balancer qui n'ont rien à voir avec Kubernetes. Mais globalement, la plupart des gens qui utilisent Cilium, c'est clairement sur Kube. D'accord. Voilà. Merci. Au niveau pour implémenter, si on a déjà un cluster Kubernetes sur EKS ou autre, quelle est la quantité de travail, on va dire, pour pouvoir switcher sur Cilium ou... Très bonne question. Alors, le problème de Kubernetes, c'est qu'il n'a pas été créé avec une vision de networking dynamique, j'ai envie de dire. En fait, c'est un peu plus poussé que d'enlever le CNI actuel et d'en mettre un autre. Pourquoi? Parce que typiquement, si on exec dans un pod, on va voir qu'il y a pas mal d'environment variables qui sont injectés. Donc, les services, les podsiders, toutes ces informations-là. Historiquement, j'ai envie de dire, il y a 2 ans, 3 ans, on utilisait Multus. Multus, c'est un méta-CNI. En fait, c'est un manager de CNI qui va permettre d'avoir plusieurs CNI en même temps. En fait, l'idée de Multus, c'est d'avoir plusieurs interfaces par pod. Et pourquoi les gens font ça? C'est que on-prem, souvent, ça va être du NVIDIA. Ils vont avoir leur workload qui tourne sur un cluster Kubernetes et derrière, ils ont des GPU NVIDIA pour faire du machine learning. Et ils se connectent directement en fait, sur ces GPU, ou enfin sur ces machines qui ont ces GPU. Donc, ils ont besoin de plusieurs interfaces par pod. Maintenant, aujourd'hui, sur Cilium, depuis la version 1.13, on a sorti un CRD qui je ne sais plus s'appelle comment, mais qui permet en fait de customiser par nœud la partie networking. En fait, c'est grâce à ça qu'on peut migrer de manière beaucoup plus facile Cilium, enfin, d'un CNI existant sur Cilium. Que ce soit Calico, on a testé ça avec OpenShift SDN. AWS, je pense que c'est assez facile. En toute transparence, moi, personnellement, je pense que le plus facile, surtout sur les environnements cloud, c'est de créer un nouveau cluster et tout simplement
c'est ce que je vois la plupart des gens faire. Maintenant, je sais qu'il y a des environnements critiques où les gens ne peuvent pas avoir de downtime. Donc, c'est vrai qu'on fait ça. Ok, merci. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier nos intervenants. Et je vous invite ensuite à passer de l'autre côté pour déguster de bonnes pizzas et prendre une petite bière. Merci à tous.